10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En ce vendredi après mon book la semaine, on se laisse pas abattre par la notification de copyright qui vient de tomber de l'UEFA, premier strike donc sur 3 possibles pour la chaîne. Ça fait que je peux pas mettre de vraies vidéos sur cette vidéo, j'aurais bien aimé. Mais on va pas se laisser abattre, j'ai revu PSG Barça ce matin et j'ai envie de revenir sur quelques éléments qui étaient plus difficiles à lire à chaud. Quand on a fait le débrief à chaud, quand on a regardé le match la première fois, bon, il y a surtout les grands événements qui jaillissent. Franchement, ça a été un match passionnant, il s'est passé tellement de choses à l'intérieur que j'avais envie de le revoir tranquillement en pouvant faire pause régulièrement, regarder un petit peu à quoi tout ressemble pour analyser et peut-être vous montrer les petites choses qui nous ont échappé. Je vais essayer de couvrir le maximum de points, surtout sur à quoi ressemble le match à 0-0, après ça s'emballe un peu, il y a les buts, tout ça on l'a un peu couvert. Mais ouais, à quoi ressemblait cette partie? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu immédiatement? Le premier truc que j'ai bien aimé, le Barça a super bien défendu dans l'ensemble sur ce match, et notamment grâce au Koubarsi, par exemple, il repousse ici ce coup franc. Un truc qui m'a plu, Koubarsi, c'est peut-être lui qui a changé en partie le visage défensif du Barça, avec le retour de Ter Stegen aussi. Le Barça encaisse beaucoup moins de buts que c'était le cas en janvier, par exemple, où c'était un peu catastrophique. Koubarsi, c'est quand même son deuxième match de Ligue des Champions de sa carrière. À 17 ans, il avait mis Osimhen dans sa poche. Mais c'est la première fois qu'il joue un quart de finale de Champions de sa vie. C'est un moment assez spécial. Et du coup, sur la relance de la tête, sur le dégagement de la tête qui est assez basique, sommaire, mais il n'y avait pas un énorme danger. Moi, j'adore la réaction de Sergi Roberto et Frenkie de Jong qui viennent tout de suite pour une tape, pour un check, l'encourager, le chauffer et lui faire prendre confiance. Je ne sais pas à quel point il en a besoin, mais c'était le genre de petite séquence. J'aime bien regarder les réactions des joueurs quand le ballon est sorti, quand il y a un but, quand il y a un truc. Et on peut voir un petit peu plus la communication. On voit là Sergio Roberto qui prend son rôle de leader et de capitaine à cœur. Donc ça je trouvais ça marrant. Un truc qu'on voyait quand même bien dans le match, mais qui est encore plus évident, je pense, sur cette image arrêtée, c'est à quel point le Paris Saint-Germain et le Barça étaient dans une forme de système miroir. Sans ballon, le Barça était dans un 4-4-2, assez classique, avec Koundé qui venait monter aux côtés de Robert Lewandowski. Le Paris Saint-Germain, en première mi-temps, dans un 4-2-4, avec Kangin Lee et Asensio qui étaient centraux, et Mbappé et Dembélé collés longue ligne. Ça a fait que au milieu de terrain, t'as Vitinha et Fabian Ruiz, très difficile de les toucher. Ils sont vraiment pris, là ça se voit, c'est assez clair, ils sont vraiment pris finalement dans l'étau entre 6 Barcelonais, les 4 de la ligne du milieu de terrain, avec notamment Sergi Roberto et Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, il a fait un taf énorme sur Vitinha. Et les deux avant, et il y a Yamal et Rafinha qui sont très intérieurs. Ils ne sont pas ici en train d'essayer de couper l'accès à Mbappé. C'est très intérieur. Et ouais, pour Fabian Ruiz, pour Vitinha, ça a été difficile de s'extirper de cette partie de terrain. Et comme Asensio et Kangin Lee ne sont pas de superbes relais aériens pour sauter le milieu de terrain, comme ce que le Barça a pu faire avec Lewandowski, Paris Saint-Germain a eu un peu de mal à se sortir de sa moitié et le pressing barcelonais était beaucoup plus efficace que dans l'autre sens. Un truc qui m'a choqué sur le revisionnage, j'avais pas vu à quel point Frenkie était agressif sur Vitinha. Vraiment, on est sur quasiment du marquage individuel. À chaque fois que Vitinha est servi, ne serait-ce que regardé par ses coéquipiers, il fonce dessus. Il a fait un énorme boulot sur lui. Et pourtant, Vitinha n'est pas le pire parisien. Il y a eu des moments, en plus de son but évidemment, mais il y a eu des moments où il a réussi à s'extirper de la pression, à déclencher des offensives. Frenkie était systématiquement sur lui pour essayer de le fermer. On le voit là, il reste au contact, ça pousse Paris à reculer. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé que les offensifs du Barça étaient beaucoup plus efficaces dans leur rôle de déclencheur de pression que ce qu'il y avait en face. Mbappé, Dembélé, pas hyper actif. Asensio, il était beaucoup plus bas dans une ligne un peu 4-4-2 sur le côté quand ça défendait. Alors que Lewandowski, honnêtement, a fait son taf. Koundé, bien sûr, a fait son taf. Rafinha a fait son taf défensif. Je trouve que la charge défensive était beaucoup mieux répartie dans l'ensemble côté catalan. Un truc aussi qui était notable, évidemment, c'est à quel point Mbappé était régulièrement isolé. Et on voit avec Koundé, avec Araujo qui sont là en seconde là, mais qui souvent le prenaient en 2 contre 1, mais aussi typiquement ce qu'on disait sur l'activité défensive. Regardez le retour de Lamine Yamal, il est là, il est présent, et quand Nuno Mendes vient soutenir et que Yamal coulisse pour aller bloquer le côté gauche,
Sergi Roberto vient, ils sont toujours en 2 contre 1. Que ce soit Araujo Koundé, ça c'est le truc qu'on a le plus vu, ça peut être Koundé Yamal comme tout à l'heure, ou alors Koundé Roberto, Mbappé était quasiment jamais laissé en 1 contre 1, seul avec Jules Koundé. Et du coup, il est un petit peu sorti de son match. Franchement, Mbappé, c'est clairement un des flops. On a pas mal de séquences pour le montrer. Il a tenté des trucs à l'arrêt comme ça. Cette passe, je l'ai revue 5 fois. Je comprends toujours pas vraiment ce qu'il veut faire. Elle va être très facilement coupée là. Par Cancelo, peut-être qu'il cherchait un effet un petit peu extérieur, puissant comme ça pour aller renverser vers Dembélé. Peut-être qu'il voulait la mettre beaucoup plus haute. Moi, je pense qu'il y avait un petit jeu sur Vitinha en relais là. Vitinha d'ailleurs qui lui demande sur l'image précédente, ici. Mais ouais, on sait que Mbappé, il aime bien chercher la largeur, jouer beaucoup avec Dembélé. Là, ça s'imposait pas du tout et récupération facile pour le Barça. Bien sûr, le truc qui a très bien marché, ça on en avait parlé dans le débrief, c'est le jeu long à destination de Robert Lewandowski, de Ter Stegen là, boum, pour Lewandowski. Quand il la touche pas, ça donne ça, où Rafinha, dans le dos de Lucas Hernandez, va aller se procurer un 1 contre 1. Heureusement, il y a la sortie de Gigi Donnarumma, on se souvient bien de cette action. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, regardez, une minute plus tard, pareil, Ter Stegen, finalement, le Barça est pas très préoccupé par le fait de sortir de son premier tiers en mode Barça, en respectant ses principes historiques, etc. On s'en fiche de pas trop transiter par le milieu de terrain. Si tu peux sauter tout ça et avoir Lewandowski, c'est top. Et surtout, ce qui m'intéresse, il y a toujours un mouvement de balancier. Lewandowski libère constamment de l'espace. Il peut aller jouer le duel en 1 contre 1, il peut aller jouer le duel aérien en 1 contre 1, mais quoi qu'il arrive, il va toujours libérer de l'espace, et ça c'est un truc travaillé à l'entraînement, parce que même avant que Ter Stegen dégage, juste sur le mouvement de retrait de Lewandowski pour attirer Beraldo, comme il vient de le faire une minute plus tôt, Gundogan, un des joueurs les plus intelligents de la planète foot, a compris ce qu'il fallait faire, et va faire l'appel dans le dos. Vitinha est battu, Beraldo n'est pas du tout connecté encore à l'action, Lucas Hernandez est sur Rafinha, Gundogan va prendre la profondeur, ça donne rien parce que l'ouverture de Ter Stegen elle est un peu trop côté, elle n'est pas assez plein axe, aussi parce que Nuno Mendes en protection c'est mieux que tout à l'heure Lucas Hernandez sur Rafinha, donc Yamal peut pas vraiment en profiter, surtout Gundo qui était le gars qui était visé à la base peut pas en profiter parce que Nuno Mendes couvre, et Nuno d'ailleurs heureusement pour Paris qu'il a été là. Un autre truc que le Barça a fait très bien, et ça aussi ça a vraiment sauté aux yeux sur le revisionnage, c'est déclencher la pression sur les moments clés. On parle souvent du fait que tu as envie de presser quand le joueur adverse il est dos au but par exemple, ou qui reçoit long de ligne dans une position pas très avantageuse, aussi quand le ballon est un petit peu aérien et que ça va prendre un petit peu de temps de le mettre sous contrôle. Et là, tout de suite, Frenkie de Jong, Rafinha, le travail défensif qu'il a fait pour un attaquant remarquable, repère que, ouais, Vitinha est un petit peu embêté par ce rebond, il y a une opportunité, Paris peut pas avancer, doit reculer, et aussi tout de suite la coordination Sergi Roberto, ok, qui demande à tout le bloc de monter. Je trouve sur l'attitude défensive, l'attitude sans ballon, le Barça était très engagé, très protagoniste, et beaucoup plus que ce qu'a réussi à faire le Paris Saint-Germain en face. Ça a énormément compté dans la physionomie du début de match, où à part les 10 premières minutes, derrière on voit un Barça qui est un petit peu suffocant et Paris qui peine. Les rares moments où Paris a réussi à se libérer de l'espace à l'intérieur du jeu comme ça passait par Vitinha. Et ici, il y a un très bon contrôle orienté sur cette passe de Fabian Ruiz. Alors là, c'est vraiment dommage pour le strike qui vient de tomber ce matin, parce qu'en vidéo, ce serait plus parlant. Mais il réussit un contrôle orienté comme ça, à l'intérieur du jeu. Si on voit la passe, contrôle orienté à l'intérieur du jeu, il bat son vis-à-vis. Un rare moment où il bat, que ce soit Frenkie de Jong ou là, en l'occurrence, Sergi Roberto. Il peut avancer. C'est dangereux. Je regrette un poil, même si je suis pas certain que la ligne de passe soit vraiment ouverte. Un truc que je regrette, c'est que dans la course de Kylian Mbappé, et assez régulièrement depuis quelques temps, il cherche moins la profondeur. Je suis pas certain, je peux pas dire avec certitude que sur cette action, ça aurait été possible, mais très vite, il prend la décision de plus se désaxer pour pouvoir avoir ballon au pied. Je trouve Kylian Mbappé, il cherche beaucoup à avoir ballon au pied en ce moment, plutôt que d'être ce joueur de profondeur un peu axial. Ça lui va de se déporter sur le côté, de la recevoir, ok, et maintenant il est statique à l'arrêt, et maintenant il peut essayer de faire la différence en 1 contre 1, mais souvent le problème, c'est que c'était pas 1 contre 1, c'était 1 contre 2, 1 contre 3, et repli barcelonais était fait en nombre. Et je regrette un peu pour le Paris Saint-Germain de voir Mbappé très souvent à la distribution en mode centreur. Centre en retrait, centre renversé autre côté. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup de sa part, et quand il se fait sortir d'un match par une défense robuste du 2 contre 1, parfois je trouve qu'il résiste pas assez,
et on pourrait voir davantage de sa part, surtout vu son tempérament, sa personnalité, caractère, etc. Les renversements de Vitinha, comme on a dit, le danger vient souvent de là, il vient souvent de quand ça réussit à transiter par Vitinha, c'est aussi pour ça que Frenkie de Jong était aussi agressif sur lui, et c'est visible. On voit le renversement est réussi, Luis Enrique et Xavi exactement la même instruction, de vite venir coulisser côté et d'attaquer ou de défendre en fonction de ce côté gauche. Nuno Mendes est alerté. C'est un des rares moments où le Paris Saint-Germain a été dangereux sur cette première mi-temps. Pourquoi? Parce que c'est un des rares moments où il y a pu avoir un 1 contre 1 sur ce côté gauche. Parce que désormais, c'est Nuno Mendes face à Jules Koundé. Il est obligé de monter dessus. Mais comme il y a Mbappé dans le demi-espace, Araujo ne peut pas venir doubler ici sur Nuno Mendes. Il doit rester sur Kylian Mbappé. Et on va le voir, on continue l'action. Lamine Yamal revient défendre. Il revient de très loin, à souligner son effort défensif, mais c'est surtout un effort cosmétique parce qu'en pleine surface, il ne veut pas du tout intervenir. C'est un peu de la fausse défense. En même temps, tu ne veux pas faire la défense d'attaquant en pleine surface et risquer un penalty. Aussi, Nuno Mendes sort un geste assez lunaire de petit pont sur Koundé. Donc là, ça ressemble à du 2 contre 1, mais si vous voyez la séquence vidéo, honnêtement, c'est un faux 2 contre 1. Yamal est un peu là en train de faire acte de présence. Mendes passe. Là où ça redevient peut-être du 1 contre 2, c'est avec Araujo qui revient et qui réussit finalement à contrer la frappe de Nuno Mendes. Donc il a bien compensé, il a bien jailli. Ça c'est aussi à mettre au crédit du Barça sur cette première mi-temps. La défense de surface, protection de surface, c'est impeccable. Encore un moment où on voit que le Barça défend très bien les couloirs. C'était le cas sur Mbappé, avec Koundé, avec Araujo, avec les retours de Yamal. Mais là sur Dembélé, Cancelo va réussir l'intervention, mais Rafinha aussi est venu doubler. Et quand on voit le volume de course, les efforts auxquels il a consenti sur la phase offensive, pour aller dans la profondeur systématiquement, le fait de le voir revenir aussi régulièrement, ça c'est un autre truc dont je ne m'étais pas trop rendu compte sur le visionnage à chaud, c'est la performance défensive de Rafinha, les efforts défensifs de Rafinha. Il n'a pas été seulement ce gars qui menaçait dans la profondeur, qui a marqué 2 buts, il a aussi énormément travaillé défensivement. Ça, c'est un autre truc. Je l'avais vu sur les corners. Je ne l'avais pas trop vu sur cette action. Ça, j'ai pu me la repasser en boucle pour voir à quel point la défense des coups de pied arrêtés pour Paris, il y a un énorme axe d'amélioration là-dessus. Yamal est laissé seul. Nuno Mendes, tu dis, bah, c'est peut-être pour lui. Il y a Donnarumma qui dit, il faut aller couvrir. Tout le monde dit, il faut aller là-bas. Nuno Mendes, il va aller se mettre ici. J'imagine, l'idée c'est en tant que joueur le plus rapide ou défenseur le plus rapide du Paris Saint-Germain, c'est couvrir le second poteau sur des centres comme ça, sur des coups francs comme ça. Tu as envie d'avoir peut-être ton gars le plus rapide là pour pouvoir fermer le second poteau. Donc lui, le gaucher, va aller là-bas. Ça va prendre du temps avant que quelqu'un se mette sur Yamal. Luis Enrique le signale, attention, il faut que quelqu'un y aille. Et Gundo dit, ok, c'est là qu'on va jouer. C'est effectivement ça qui va être choisi comme solution. Yamal est trouvé. Centre, il n'est pas hyper dangereux, mais ça panique un peu, entre Beraldo et Fabian Ruiz, incompréhension, ça revient sur Gundo, et derrière, il y a une séquence de 3 minutes de possession, encore une fois, j'aurais bien voulu vous montrer les images en accéléré, longue phase de possession barcelonaise, 3 minutes, hein, vraiment, je pense que ça va de la 24-30 à la 27-30 à peu près, au bout de ce coup de pied arrêté, qui a été défendu de manière approximative. On voit Nuno Mendes là, qui depuis sa position il était à droite sur le coup de pied arrêté, il revient pour reprendre sa position à gauche, mais assez tranquillement, au trot. La ligne défensive n'est pas super bien organisée, ça remonte, mais je trouve que les lignes sont un petit peu distendues. La défense des coups de pied arrêtés et comment tu réagis après un coup de pied arrêté, pas super bien géré par Paris. Il revient vraiment lentement, ça permet finalement à Frenkie de Jong, hop, on voit, tout le monde communique, Vitinha qui dit, Fabian Ruiz, il faut que quelqu'un sorte, mais en même temps il faut que quelqu'un couvre le côté. Bien sûr, Sergi Roberto indique, ouais, Frenkie, tu peux aller jouer de l'autre côté, Yamal est seul, c'est ce qu'il va faire, le petit ballon par-dessus. Et bon, finalement, il va pas servir Sergi Roberto là, je pense qu'il y avait danger. Et Yamal, on en avait parlé un petit peu dans le débrief à chaud, il y a des moments, je pense, où il peut flairer les appels dans la profondeur un peu mieux de ses partenaires dans le demi-espace. Mais c'est quand même dangereux. C'est quand même une situation dangereuse à laquelle s'est exposée cette ligne très approximative du Paris Saint-Germain, notamment parce qu'en retour de coup de pied arrêté, il n'y a pas une idée claire, je pense, de ce qu'il faut faire. Si on parlait de Frenkie versus Vitinha, il y en a encore une séquence là, il a été constamment en train de le harceler, encore une fois ici, avec en plus la couverture de Sergi Roberto derrière. Peut-être Frenkie a été tellement obnubilé par Vitinha que parfois, quand Vitinha décrochait très bas, comme ici, ça a ouvert un espace. Une des occasions, un des mouvements en tout cas les plus dangereux du PSG, est venu du moment où Frenkie a été attiré, absorbé par la course basse de Vitinha.
Et là, du coup, il y a un intervalle qui s'est ouvert pour Beraldo, qui pour le coup a montré peut-être la raison aussi pour laquelle il était titularisé, ce qu'il pouvait apporter. Il le repère très très vite. Ce petit espace qui s'ouvre, il le repère très très vite, et ça permet enfin au PSG de progresser à l'intérieur du jeu. On voit Xavi là, il est dégoûté. Fabien Ruiz est trouvé, il peut accélérer, et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont plus dangereuses que le Paris Saint-Germain quand elles sont lancées dans la moitié de terrain adverse. Comme ça, avec Mbappé, avec Dembélé de côté, quand tu réussis à retourner le bloc adverse et maintenant tu les attaques dans le grand espace comme ça peut être extrêmement dangereux. Mais, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui revient là au contact? Rafinha. Rafinha qui a fait l'effort, il était très haut tout à l'heure, il revient très très bas et ça empêche le Paris Saint-Germain de trouver un dédoublement. Je pense que l'idée c'était que Kangini là fasse un dédoublement, vienne haut de côté comme ça et puisse générer une situation de 2 contre 1, Dembélé Kangini contre Cancelo. Aussi on va dire l'absence d'Hakimi. Là si tu as Dembélé Hakimi, quand on connaît leur complicité en plus, qu'on a bien vu sur le début de saison, ça peut faire très mal si tu l'as tout de suite et qu'il vient bombarder dans son couloir. C'est Kangini qui a moins de capacité de vitesse et il se prend un petit tampon, un impact de Rafinha qui coupe sa course, et maintenant du coup c'est un 1 contre 2. Un des trucs les plus dangereux qui aurait pu être le mieux exploité par le PSG, c'est Nuno Mendes. En plus, en l'absence d'Hakimi, le Paris Saint-Germain avait tellement besoin de ce que peut apporter Nuno Mendes dans son couloir. Du coup, je trouve que sur une action comme ça, où ça joue côté Beraldo, et Luis Enrique est tout de suite en train de demander « Ok, maintenant on allonge sur Nuno Mendes, on cherche Nuno Mendes par Nuno, vas-y ». Il lui hurle ça dans l'oreille, on voit Nuno Mendes, changement de direction, il va y aller. Koundé a déjà commencé à décrocher, et Koundé il a eu sacrément de travail. Avec Mbappé et Nuno dans sa zone, tu dis il faut réussir un petit peu à tenir la ligne. Non, il a été tout de suite dans l'anticipation de ok, c'est pas grave, on déforme la ligne, elle va être un peu plus basse, on va prendre personne hors jeu, il faut que je protège mon flanc droit. Peut-être c'est plus facile aussi de se dire que tu peux déformer ta ligne quand il n'y a pas vraiment de joueurs de profondeur axiale pour le PSG, genre Asensio par exemple, quand il nie, personne va vraiment menacer là dans l'axe. Mais voilà, Beraldo vient à peine d'armer, Koundé a déjà décroché, il y a une nette séparation par rapport au reste de la ligne de 4 catalane, et heureusement qu'il part aussitôt, parce que cette différence-là, avec Nuno Mendes, c'est pas suffisant. Nuno Mendes, sa vélocité impressionnante, il a une telle force sur ses appuis, il mange les 5, 6, 8 mètres de retard qu'il avait sur Koundé. Heureusement que Koundé est parti tôt et a très bien anticipé, et dans l'ensemble a très bien joué ses duels dans son couloir, parce qu'il réussit à revenir, à tacler, et à empêcher le Barça de concéder une occasion très très dangereuse sur son flanc. Dans l'ensemble, grâce à la bonne protection défensive du Barça, le PSG n'a pas suffisamment su doubler sur le flanc. Il n'y a pas eu suffisamment d'attaques Mbappé-Nuno. Alors que ça doit être ça, l'axe fort, la zone très très forte du Paris Saint-Germain. Et pourtant, quasiment aucun moment où il y en a un qui attaque, l'autre qui dédouble, extérieur ou intérieur. Ça a été un problème, mais c'est parce qu'il y a eu du travail d'anticipation, de couverture, qui était vraiment exécuté à la perfection. Le problème pour le PSG, c'est que le Barça était en capacité de trouver Lewandowski sur du jeu long pour sauter le milieu de terrain, mais aussi que l'organisation défensive du milieu était un peu légère. Quand je vois Kang In-lee, Fabien Ruiz, Vitinha qui est là encore une fois sur Frenkie de Jong, Asensio ici, c'est assez facile pour le Barça de trouver une action extrêmement dangereuse, passe intérieure comme ça vers Gundogan, il peut se retourner seul. Et regardez, tout le monde se rejette un petit peu la faute, la responsabilité. Fabien Ruiz, Kang In-lee, Gundo, tu peux pas le laisser se retourner comme ça avec autant d'espace. Regardez comme c'est catastrophique. Ce trio du milieu de terrain, Ruiz, Vitinha, Kang In-lee, comme ça, qui couvre absolument rien sur un joueur en gros. Et Asensio qui est très très loin. Cet intervalle est immense. C'est très facile de filer la passe pour Robert Lewandowski. Et en plus, un truc qui m'intéresse sur cette action, regardez à quel point Rafinha est entré dans les têtes parisiennes. Là, il va prendre la profondeur. Hernandez et Beraldo foncent dessus. On lâche totalement le marquage de Lewandowski. Lewandowski, qui est très très intelligent aussi sur les mouvements de compensation. Quand il y en a un qui prend la profondeur, quand il y en a un qui descend, moi je remonte à la surface. Profondeur, surface, pour faire le lien. Gundogan le sert. Petite passe, elle est facile à faire. Il peut se retourner. Et il y a situation de danger. Paris a tellement souffert sur ses coups de pied arrêtés, que ce soit le coup franc excentré dont on a parlé tout à l'heure, il y avait un autre corner aussi sur ce début de match, où Nuno Mendes la sauve sur la ligne, vous vous souvenez, la petite déviation de la tête de Lewandowski, et Nuno Mendes sauve sur sa ligne et empêche le Barça de passer à 1-0. Bon, il y a bien sûr le but de Christensen à la fin, le but du 3-2, qui pourrait tellement compter dans la qualif. PSG a été très 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 vulnérable sur les coups de pied arrêtés défensifs, et là c'en est encore une illustration. On en avait parlé un petit peu dans le débrief à chaud, mais j'avais pas mis la séquence. Ça pour moi c'est clairement un vrai problème. Et un truc que je trouve très marquant, c'est que Fabien Ruiz est assez proche de réussir une interception ici, mais derrière
il déconnecte totalement. Il se retourne, il parle à un coéquipier, le ballon est encore en jeu, hein, de l'autre côté. Et à l'image de ce qu'on a vu un petit peu, ce qu'on a analysé sur les coups de pied arrêtés, je trouve qu'à Paris, il a manqué sur ce match de la qualité mentale, mais vraiment très très pure, de juste la concentration. Je ne parle pas d'agressivité, de courage, d'audace, juste la pure concentration. Il y a des moments où ça déconnecte un petit peu, et c'est pas possible face à un Barça qui a de la qualité en possession, qui va tout de suite, regardez, on dit ok, mais maintenant il y a Rafinha qui est libre. Fabien Ruiz, tu fais quoi? Il y a Rafinha qui est libre, c'est bien d'avoir déconnecté 30 secondes et de s'être plaint d'avoir été très très proche de l'interception, mais maintenant il y a un gars qui est seul dans le demi-espace, tout le monde est en train d'indiquer qu'il faut aller colmater la brèche. C'est pas un truc majeur, au début en tout cas, mais quand ça revient sur Koubarsi et que du coup, hop, Fabien Ruiz est allé sprinter sur Rafinha pour réparer son erreur, et ben un grand couloir s'est ouvert, juste là. Alors bien sûr, il faut la qualité de pied de Koubarsi pour la mettre, qui est un super central relanceur, elle est incroyable, ça passe. Pour Robert Lewandowski, qui élimine sur la passe, elle bat 1, 2, comme on a parlé dans le débrief à chaud, elle bat 6 joueurs parisiens sur l'action. Mais ça, à la base, il y a un petit moment où le cerveau déconnecte. Lewandowski, il est servi, il peut se retourner, fait très mal à Beraldo, ça c'est bien sûr la seconde partie énorme de l'action. Je trouve aussi que Asensio est un petit peu loin, peut-être il doit réussir à couvrir un peu mieux. Asensio, offensivement, 17 ballons touchés sur ses 45 minutes, mais aussi défensivement, il n'a pas apporté énormément. Fait un peu de la défense d'attaquant là, je trouve. Lewandowski accélère, second moment clé de l'action, Vitinha parie. Il parie sur le fait que Lewandowski va essayer de s'appuyer là à l'intérieur sur Sergio Roberto. C'est un pari risqué, parce que Lewandowski le lit et continue d'accélérer. Et là, le décalage qui est créé, il est immense. T'as une passe qui vient de battre 6 joueurs, un gars qui a été sorti de l'action parce que déconcentré, et un autre qui a voulu absolument chercher l'interception. Ça fait trop de joueurs battus sur une action, et ce décalage derrière, Paris s'en remettra jamais. Parce que Lamine Yamal qui est trouvé côté droit, il nous sort le même extérieur de pied qu'il avait sorti contre le Brésil avec l'Espagne l'autre jour. Magnifique dans la zone pour Lewandowski. Tellement délicieux ce ballon qu'aucun des trois Parisiens a réussi à intervenir, ni Beraldo, ni Hernandez, ni Donnarumma, qui la repousse dans les pieds de Rafinha, seul. Seul, c'est pas très normal aussi. Marquinhos, c'est pas loin d'intervenir, mais pas loin, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'au départ de l'action, il était là très haut sur Cancelo, et je vais dire pourquoi pas presser et essayer d'être agressif dans la moitié de terrain adverse. Le plan de jeu s'entend totalement. Mais si c'est pas suivi, et on voit à quel point c'est important que la pression soit coordonnée, ça c'en est tellement un bon exemple. Si lui il monte sur Cancelo, mais que derrière ça suit pas, et qu'il y a une passe facile qui l'élimine, et bah derrière, quand ça se retourne, il est extrêmement loin de Rafinha. Lui, le latéral droit sur le papier, est très loin de son homme et de sa zone. Il prend un petit peu de temps aussi à se mettre en course, mais voilà, là c'est trop tard. Le décalage a été créé, et pourtant, à la fin, l'écart est pas si énorme. À la fin, la distance est pas si grande, comme quoi ça se joue à des détails. Et ça se joue peut-être au détail de ne pas avoir Hakimi sur ce match. Je pense qu'il y a Hakimi sur ce match, il réussit à se replier suffisamment vite pour gêner Rafinha et empêcher le Barça de prendre l'avantage dans ce match. Donc voilà, le Barça passe 1-0, les supporters extérieurs sont ravis, dégainent leur meilleur maillot, et j'ai vu Rafinha tout de suite aller remercier Koubarsi. Visiblement, il se souvient très bien du départ de l'action. Lui, il avait le cerveau bien branché. On retourne au vestiaire à 1-0. Le reste du match, je l'ai plutôt bien couvert, je pense. Dans la vidéo analyse débrief à chaud, on a parlé de tous les événements, à quel point les changements, Barcola, Zaïre Emery, mais de l'autre côté aussi, Pedri, Christensen, ont changé puis rechangé le match. C'était génial, c'était un super match de foot à suivre en tant que neutre. Extraordinaire. Pour mes amis parisiens, pour les supporters des clubs français, j'espère qu'ils le feront au retour. On fera la vidéo preview dimanche. Mais si le Barça devait aller plus loin dans la compétition, ça ne me déplairait pas non plus. Parce que équipe très intéressante. Partie de tableau peut-être abordable. Ils ont quand même battu l'Atleti 3-0 au Metropolitano il y a quelques jours. Donc s'ils tombaient contre Madrid, l'Atlético Madrid serait pas mal. Et derrière, bon, on verra à quoi ressemblera la finale. Mais ça peut être sympa. Les amis, j'espère que cette petite analyse à froid là pour conclure la semaine vous aura plu. On poursuit sur le rythme, une vidéo par jour. Demain, gros sujet qui sort avec Stan. Un long podcast qu'on a fait ensemble, que j'ai hâte de vous montrer aussi. Donc voilà, passez un excellent week-end. J'espère qu'on n'aura pas trop d'histoires de copyright malheureusement. Mais bon, je vous tiens au courant. Passez une excellente soirée et on se dit à bientôt. Bisous.